Et je ne t'ai annoncé ça. Nous allons diffuser pour vous une conférence de presse que le chargé d'affaires américain Henry Rooster a fait hier. Et Henry Rooster qui a fait mission. Il a évoqué plusieurs sujets. Il a parlé de sécurité, de stabilité, d'organisation élection. Il a parlé de sanctions ou bien embargo qui était gagné côté FADH là qui levé. Et nous avons posé une question sur le président Michel Martelly qui est en Haïti. Il parlait tout sur TPS. C'est une longue conférence de presse que M. Rooster a baillé hier que nous avons vite écouté. Having served in Haiti 28 years ago and having returned in June of 2025, I remain inspired by the resilience, the spirit, and the strength of the Haitian people in the face of unprecedented challenges that you face continuously. Stabilizing Haiti remains the United States' priority. Here, it's important to take a moment to distinguish between security, et qu'est-ce que ça veut dire, and stability. They are not the same thing. Security is the narrower operational environment that fosters safe and credible elections and other activities. Stability is a longer-term project. That's when you have legitimate institutions of governance that function, economic growth, and broad safety. First the one, security, and then the other, stability. Short-term, long-term. Together, those two create the foundation to reignite Haiti's economy, to create jobs, and to allow people to step out of the door of their homes safely, and to restore access to health care and other essential services. My team here at the U.S. Embassy and back in Washington helps Haiti counter the existential threat that is posed to the survival of the Haitian state by terrorist gang networks. We worked with international partners and, of course, with the UN Security Council to establish the Gang Suppression Force, or as it's known in English, GSF. This international effort, which to date includes troops from Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, and Sri Lanka, began clearing operations last month. GSF is detaining gang members and turning them over to PNH for processing. GSF is seizing and destroying gangs' weapons. They started clearing roads to retake territory for the Haitian state. These operations will expand as arriving forces deploy this summer and this fall. While international support will give Haiti time and space, long-term solutions must be Haitian-led. Haitian security forces must regain capacity to defend their homeland and enforce the rule of law. Through something called the P4000 program, P just means police and program, 4,000 is the number we're aiming for. Through the P4000 program funded by the Department of State, PNH is on its way to recruiting, training, and graduating 4,000 new officers by 2027. We are more than halfway there today. The U.S. Congress lifted decades of restrictions against our cooperation with the Armed Forces of Haiti, the FAD. And the Haitian government is prioritizing renewal of the military with recruiting, training, and deployment now and in coming months. The United States welcomes the Haitian government's pledge to the Haitian people to return the country to democratic governance. The path ahead requires collective action from government leaders, private sector stakeholders, and civil society
to reject corruption, end impunity, and work for the common good. But security and democratic governance cannot sustain stability without economic opportunity. Creating jobs is essential for individual and family survival, as well as for Haiti's economy, and to provide alternatives to youth recruitment to gangs. Haiti's private sector must lead this effort. You cannot restore an economy to the growth rates that are needed to lift people from their humanitarian crises without every business enterprise working at 100% capacity to expand Haiti's foundation. In the meantime, the United States remains by far the largest bilateral donor to Haiti, with over $800 million in continuing assistance programs. Some examples: in 2026, this year, we provided $125 million to the UN-managed Humanitarian Pooled Fund, plus $24 million for food assistance, and another $11 million in post-hurricane recovery support. A stable Haiti supports everyone's interests: Haitian, American, and of course the regions. To you, our colleagues in the Haitian media, your role in delivering accurate information and countering disinformation is absolutely vital to your country's future. I know firsthand how challenging it is to determine the truth on the ground for Haitian citizens, for media professionals, and for foreigners alike. Ethical, professional journalism enables Haitians to understand who is doing what, so your nation can make informed choices as you deliberate next steps. Thank you. Madame Perrin va faire la traduction, donc le service n'était pas arrêté, mais Madame Perrin va passer les premiers plans. Je suis qui avec des petits problèmes. Bonjour à tous. Nous avons commencé avec un petit peu de retard, mais je vais m'assurer que tous les points de cette conférence de presse soient couverts. J'arrive au terme de ma mission en Haïti aujourd'hui. J'ai déjà occupé un poste en Haïti il y a quelques années, mais je suis revenue en juin 2025 et je demeure profondément touchée, impressionnée par la résilience, par la force du peuple haïtien face aux divers défis auxquels ils sont confrontés. Vous m'avez déjà entendu dire aujourd'hui que la stabilité, la stabilisation d'Haïti sont essentielles. C'est une priorité absolue pour Haïti, pour les États-Unis d'Amérique et pour toute la région. Mais cette stabilité ne peut pas être atteinte s'il n'y a pas également la sécurité. La sécurité, c'est l'objectif à court terme, et la stabilité, c'est le progrès durable avec des conditions de sécurité assurées pour tous. Nous travaillons intensément tant au niveau de l'ambassade qu'aux États-Unis même, qu'à Washington, pour aider Haïti à faire face aux menaces existentielles posées par les réseaux de gangs. Nous travaillons de très près avec le Conseil de sécurité des États-Unis, des Nations Unies, pour mettre en place d'abord la mission de stabilisation, mais aussi la force de répression des gangs, qui aujourd'hui inclut des membres de pays comme le Tchad, du Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, la Mongolie et le Sri Lanka, qui ont déjà œuvré et qui œuvrent à présent pour débloquer plusieurs quartiers et qui ont déployé des patrouilles dans des secteurs prioritaires comme par exemple Tabar, Delma
et le bas de la ville de Port-au-Prince. Aujourd'hui, cette force de répression des gangs travaille pour remettre aux autorités haïtiennes les membres de ces gangs qui sont arrêtés et qui seront déférés devant la justice. Nous nous efforçons aussi de saisir et de détruire les armes confisquées de ces gangs. Nous travaillons, nous sommes à pied d'œuvre pour regagner tous les territoires à l'intérieur du pays. Et ces opérations vont continuer tout au long de l'été jusqu'à ce qu'elles atteignent leur pleine capacité. Le soutien international reste indispensable, mais les solutions haïtiennes devront quand même venir de l'État haïtien. Il faut que l'État haïtien regagne la capacité de défendre son pays et mettre en vigueur les lois qui sont votées en Haïti. Nous avons dans ce sens donné un appui considérable pour le recrutement, la formation et le déploiement à l'intérieur d'un programme que nous appelons le P4000. Il s'agit de la formation et de la mise sur le terrain de 4000 nouveaux agents de la police nationale. Nous sommes déjà à mi-chemin dans ce sens. Nous vous rappelons aussi que nous avons pu, grâce à nos efforts, débloquer et renouveler la coopération avec les forces armées d'Haïti, qui aujourd'hui œuvrent aux côtés de la police haïtienne et a également en place un programme de recrutement et de formation qui sera beaucoup plus visible dans les mois à venir. Rétablir la sécurité veut également dire restaurer le processus démocratique. Nous félicitons le Conseil électoral provisoire pour les mesures concrètes qu'il a prises vers la réalisation d'élections en Haïti, ce qui va paver la voie pour la mise en place d'un gouvernement élu, choisi par le peuple haïtien. Les élections fourniront au gouvernement le mandat légitime dont il a besoin pour contrer les gangs et rétablir l'état de droit. La stabilité, la sécurité en Haïti, nous le savons tous, ne peut pas se matérialiser sans les opportunités économiques. La création d'emplois pour les jeunes est essentielle pour fournir à cette population des alternatives au recrutement par les gangs. Le secteur privé haïtien doit pleinement jouer son rôle pour être le fer de lance de cet effort. Nous ne pouvons pas, vous ne pourrez pas restaurer la démocratie ni la stabilité dans un pays où la croissance économique ne marche pas de pair avec tous les efforts pour relever la population et la sortir de cette crise humanitaire terrible auquel elle fait face, mais aussi les entreprises qui doivent retrouver leur pleine capacité de fonctionnement pour consolider les bases des progrès en Haïti. Entre-temps, le gouvernement américain demeure le plus grand partenaire, donateur, collaborateur avec Haïti. En 2026, nous avons fourni 125 millions de dollars d'aide à travers le fonds humanitaire pour la population en Haïti, ainsi que 24 millions de dollars d'assistance en produits alimentaires et 11 millions en support post-ouragan. Une Haïti stable, sécurisée et prospère va dans le sens de l'intérêt de tous les Haïtiens, mais aussi des États-Unis et de toute la région. Ceci requiert un effort collectif de la part des autorités gouvernementales, du secteur privé, de tous les acteurs et de la société civile pour
rejeter la corruption, mettre fin à l'impunité et œuvrer vers le bien commun. À nos amis haïtiens, en particulier les médias, vous savez que votre rôle est essentiel pour fournir des informations qui sont correctes et pour contrecarrer la désinformation qui est tellement nuisible à ce pays et à son avenir démocratique. Nous savons que les citoyens ont soif de cette information réelle, correcte, et c'est vous qui êtes là pour la fournir. Nous savons également que la tenue d'élections prochaine reste un défi, mais nous sommes confiants qu'avec tous les efforts conjugués, nous irons vers cette sécurité et cette stabilisation. Merci. Nous avons Monsieur Hervé Noël de Radio Kiskeya qui a le privilège de poser la première question à Monsieur l'ambassadeur Rousseau. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, je salue toute l'équipe de l'ambassade américaine. Donc j'ai suivi avec attention votre intervention et d'adieu, donc je vous félicite pour l'intérêt de votre intervention. En fait, j'ai 3 questions, mais je vais essayer de poser une seule et qu'il s'agit de l'ONIDC en 2023 a clairement évoqué la situation de sécurité en Haïti. Donc, selon l'organisme des Nations Unies, donc plus de 90% des armes et munitions qui alimentent la sécurité en Haïti proviennent des États-Unis d'Amérique. Donc, de 2023 à 2026, est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts qui ont été accomplis pour contenir le flux d'armes et de munitions qui alimentent la sécurité en Haïti? Et votre pays, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'ils ont contribué à contenir, disons, à arrêter le flux d'armes et de munitions qui alimentent la violence en Haïti? Is it basically about arms trafficking? Yeah, okay. Yeah, I got it. Okay, Ron? Ron, no? Okay. All right. In terms of arms trafficking, yes, we recognize this is a problem, that a lot of weapons flow from the United States. We have been interdicting with local, federal, and state authorities those weapons. Unfortunately, due to the sheer mathematics of how many weapons are moving and what numbers of cargo, we haven't had a lot of good luck with doing that. Let's be frank and fair. U.S. laws in terms of gun ownership, particularly the Second Amendment, do allow citizens who are not felons to purchase weapons. So that's step one. So the access to the weaponry is relatively easy. Then the next part comes with cargo. If they choose to ship those weapons illegally anywhere, but let's say here to Haiti, then you have to have the ability to get inside of all the containers and all the cargo if you want 100% verification that nobody has put a rifle, a pistol, or ammunition inside of rice bags or flour. And that is statistically unlikely to occur, that you're going to be able to find all of them. But the fact is, U.S. law enforcement, including the U.S. Coast Guard, have been interdicting more of those shipments. So they are continuing to tighten down the enforcement. We need to do that. And at the same time, we also need to stop the demand and the ability for those weapons to move, whether they come in through Haiti, whether they come in through the Dominican Republic and then go to Haiti. All of those efforts, we need full pressure on every single aspect of the arms trafficking deal to reduce it. The notion that we're going to eliminate it is fatuous. We won't eliminate it. The objective of the exercise will be to reduce it. Oui. En effet, merci pour la question. Nous travaillons instamment aux côtés des forces de l'ordre à tous les niveaux, local, des États et fédéral, pour contrer ce trafic d'armes illicite. Mais il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a aussi la question du volume qui est envoyé.
illégalement. Maintenant, rappelez-vous qu'aux États-Unis, le deuxième amendement autorise toute personne qui n'est pas un criminel répertorié à acheter des armes. Ceci est légal. Donc, ça complique la situation. Les armes arrivent par plusieurs sources, mais également par bateau, par conteneur. Et à cause du volume du commerce, à cause du nombre de conteneurs qui rentrent dans un pays, il est extrêmement difficile de fouiller systématiquement non seulement les vaisseaux ou les moyens de transport, mais également de fouiller chaque conteneur. Nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens et nous travaillons de près avec la police et avec les gardes-côtes et nous avons de plus en plus de succès dans la découverte et dans la confiscation des armes. Mais ces armes arrivent également à travers les frontières terrestres. Donc c'est très difficile de systématiquement les contrer et de tout intercepter, malgré nos efforts. Maintenant, ce que nous visons, ce n'est pas d'éliminer le trafic d'armes, puisque c'est littéralement impossible, mais de le réduire considérablement. Mais pour ceci, il nous faut agir aussi à plusieurs niveaux. Également sur la demande d'armes qui rentreraient illégalement dans le pays. Beaucoup aussi arrivent à travers la République dominicaine. Donc c'est un autre volet sur lequel nous travaillons constamment. L'objectif ultime n'est pas d'éliminer totalement le trafic d'armes. Nous savons que c'est impossible, ce n'est pas réalisable. Mais par contre, nous travaillons instamment avec les forces de l'ordre pour le réduire à son plus faible niveau. I would add that we have seen very good, increasingly excellent cooperation from the Dominican authorities to shut down arms trafficking, any of it coming from their side. So that is a very welcome development. Nous soulignons aussi que nous avons réalisé beaucoup de progrès dans la coopération de la République dominicaine, qui de son côté fait beaucoup plus d'efforts pour bloquer ce trafic d'armes. Donc c'est un effort que nous devons signaler. Nous sommes contents de cette réalisation. Nous accordons la parole à présent à Junior Pierre, journaliste de Scoop FM. Merci, Monsieur Locker. La question, les relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis remontent à de nombreuses années. Les États-Unis affirment régulièrement vouloir aider Haïti, notamment dans le domaine sécuritaire. Pourtant, la réalité semble traduire autre chose. Selon vous, Monsieur le chargé d'affaires, qu'est-ce qui explique ce manque de résultats? C'est la première question. La deuxième, les États-Unis ont récemment, constamment, disons mieux, soutenu le déploiement des forces étrangères en Haïti, notamment la MINUSTA, la MMAS et aujourd'hui la FRG. Cependant, ces différentes missions n'ont jamais produit des résultats pleinement satisfaisants. Dans ce contexte, peut-on penser qu'il existe un manque de volonté de la part de la communauté internationale d'aider véritablement Haïti à sortir de cette crise? C'est ma deux questions. Two questions. Question one. Question one. We have seen a large number of deployments of missions to deter the insecurity. Mm-hmm. Do you believe that there are links anywhere with this deployment? And do you believe that there is truly a light Those are two questions or one? C'est une question ou deux? C'est deux volets. D'abord les missions. Ensuite, sur la question de la volonté. Je réponds. Je parle du résultat de la coopération. International relations. And secondly, is there truly going to be a will of the international community Yeah. So you have to understand, first and foremost, the international community is not the fix-it,
I don't know how you could translate that. It's not the fix-it magician. D'abord, merci pour la question, mais comprenez bien, la communauté internationale n'a pas de baguette magique. In any event, okay, let's go to your question. No international force can do anything here except buy Haiti a bit of space and a bit of time. That is the best that any force here can do. And security forces have been coming back to Haiti. I think this is what, the 15th, 16th one? So what does that tell you? I put the question back to you. What does it tell you that the requirement for international security forces to come to Haiti for this time, the 16th time, what does that tell you? I tell you what it tells me as a diplomat, professionally. It tells me there is a profound dysfunction here. There is a profound illness here in this state. That's what it tells me. And it also tells me that the international community, define it however you want to, Sri Lanka, Cote d'Ivoire, the United States, Canada, France, whoever, everyone is exhausted from coming to Haiti to try to rescue Haiti. Everyone is exhausted. And that's not a situation anyone wants to be in. It's not all Haiti's fault, but nor is it all the international community. It's not theirs either. So the dysfunction that is so deep in this state must stop. It can never be rescued, except maybe the second coming. There's no rescue for the profound state dysfunction here by anybody carrying a gun, whether they're French, American, Sri Lankan, Haitian. That can't be achieved. La première chose que je veux vous dire, c'est que, en tant que diplomate professionnel, les forces internationales qui viennent aider Haïti ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est vous aider à gagner du temps et de l'espace. Mais aucune force étrangère, quelle qu'elle soit, ne peut résoudre la situation en Haïti. Nous sommes à combien là? Dites-moi, 15 ou 16 missions? Et pourquoi pensez-vous que la 15e ou la 16e aura une baguette magique pour tout résoudre pour l'État haïtien? C'est impossible. Laissez-moi vous dire, le constat que nous faisons, c'est que la situation en Haïti n'est pas bonne. Il y a un dysfonctionnement extraordinaire dans ce pays. Beaucoup d'aspects de la société haïtienne nous révèlent que le pays est malade. C'est une maladie réelle. Mais il n'y a aucun État au monde qui pourra venir sauver Haïti si Haïti ne cède pas elle-même à sortir de la situation où nous nous trouvons tous aujourd'hui. Laissez-moi aussi vous dire que personne au monde ne souhaite le malheur d'Haïti. Personne n'est content de voir Haïti, les Haïtiens, faire face à de pareilles difficultés. Mais laissez-moi aussi vous dire que nous sommes, en tant que communauté internationale, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés de voir que bien souvent, nos efforts n'aboutissent pas. Quelle que soit la solution recherchée, il n'y a aucune mission, qu'elle soit canadienne, française, sri-lankaine ou congolaise, qui arrive en Haïti, qui apportera une solution définitive si les Haïtiens et Haïti elles-mêmes ne travaillent pas plus sérieusement à rétablir sa propre sécurité, sa propre stabilité. Stéphana Poulard de Vandebeuf Info. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour membres de l'ambassade et bonjour chers confrères. Alors j'ai envoyé 2 questions, mais je crois que la première question, et je crois qu'elle est déjà épuisée, parce que ça parle de la situation sécuritaire en Haïti.
et par rapport à la force répression des gangs. Alors je vais miser sur l'organisation des élections. Et alors que le Conseil électoral provisoire a lancé des opérations d'inscription et en vue des prochaines élections, alors quel regard portent les États-Unis sur l'état de préparation du processus électoral? Et l'insécurité persiste, l'instabilité aussi est présente. Alors, sous quelles conditions les États-Unis estiment-ils que des élections pourront être considérées comme crédibles, inclusives et sécurisées en Haïti? So the Haitian authorities have made a pledge to you, the Haitian people. Those authorities have made a pledge, promise, that they will restore democratic governance. We, the United States, welcome that promise being fulfilled by the Haitian authorities, by the Haitian government. Your question about security, stability, and elections, let's again, which is why, sorry, let me restart that. I wanted to draw the distinction early in my remarks between security and stability, not the same thing. Because it's exactly situations like this where we frequently confuse, and I've done it too, we frequently confuse the ability to carry out a function, for instance, elections, with, well, everything's not secure yet. That's not true. You can carry out elections, and I've seen them myself worldwide in countries that are in all sorts of state of strife, conflict, tension, and war. It's not the ideal way to carry out elections, obviously. And it is going to reduce the ability of all people to participate in an election. But it doesn't mean no one can participate. It just does mean that your numbers go down and your logistics become more challenging, getting ballot boxes out to areas and so forth. But the United States doesn't take a position on the particulars of how the Haitian authorities will run an election. Let me say that again because it's important. We don't take a position on that. What we do say is that we are pleased to see that the Haitian authorities are fulfilling their pledge to you, the Haitian people, to return the country to democratic governance. The particulars of how they do it are not ours. L'État haïtien a pris l'engagement envers sa population de réaliser des élections. Et nous sommes très heureux d'avoir entendu cette promesse. Ceci dit, dans mes propos d'ouverture, j'ai fait la distinction entre la sécurité et la stabilité. Je pense qu'il y a très souvent une confusion, et moi-même au départ c'était difficile pour moi de comprendre ceci. Il y a une différence entre la sécurité et la stabilité. Nous voyons à travers le monde qu'il y a d'autres pays qui font face à des défis aussi grands, sinon encore plus extraordinaires qu'Haïti. Conflits de guerre internationale, des problèmes de catastrophes naturelles, mais qui malgré tout organisent les élections. Nous ne disons pas que le climat pour réaliser les élections doit être idéal. Ce serait vraiment penser l'impossible. Cependant, l'État doit prendre les mesures pour que le plus grand nombre de personnes puissent voter. Nous savons qu'il y a d'énormes défis logistiques pour qu'un grand nombre d'électeurs arrivent au bureau de vote. Et même pour pouvoir envoyer les urnes et les recueillir. Mais ça ne veut pas dire que parce que tout le monde ne pourra pas voter,
que personne ne pourra voter. Donc, nous-mêmes, notre travail, ce n'est pas d'organiser les élections. Nous prenons acte de la volonté déclarée d'un État, d'Haïti par exemple, de réaliser les élections, et nous savons aussi que c'est une promesse qu'ils ont faite eux-mêmes à leur propre population. Laure Mérancourt de Haïbo Post, je rappelle qu'il faut poser une seule question pour l'instant et si on a le temps, on pourra revenir. Oui, Laure. Merci, monsieur l'ambassadeur de Haïbo Post. J'aimerais pouvoir élaborer un peu plus sur la force de répression militaire et voilà, quelles sont les activités qui ont déjà été menées, combien de troupes est-ce qu'on a, où est-ce qu'on est avec les questions de financement et qu'est-ce qui reste à faire. Merci. Okay, the FFG, or the GSF in English, this is an international coalition. Really important to understand the two words, international, coalition. That means it has to be put together like a quilt. You're putting together pieces to form one single entity, a whole. And you're putting together those pieces from Sri Lanka, Bangladesh, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Mongolia, Chad, and so forth and so on. That means, just as the United States military would have to do, you have to put together the troops, and you have to put together all their equipment, and then think logistics. You have to get them to Haiti. I can expect that a journalist would not have much of a background on military logistics. It's understandable. But there is a proverb in professional military circles that says, when a conflict begins, or war, the amateurs begin to talk about tactics, but the professionals talk logistics, because they understand that in order to deploy a force, to put it together and to get it from wherever it lives, or in this case, the multiple places it lives, and then get it to the target area, that requires a lot of logistics and a lot of money. Not simply to put troops on an aircraft. That's not the hard part. The hard part is getting all of their sustainment equipment on board. A lot of armor, heavy armored vehicles, a lot of ammunition, the things they have to live in, the tents, the beans that they eat, the bullets they have to use, logistics. And this is very expensive. So to move it by sea is the normal way that all militaries do it, including the United States military, except when it has to be there very, very quickly. And then you use something that we call strategic airlift. It simply means planes that can put a lot of heavy equipment on them and fly that equipment around the world. That's what strategic airlift is. It's not just a jet or a plane. It's an aircraft that can carry tonnage, massive amounts of weight, and fly nonstop halfway around the world. Strategic lift is extremely expensive. It's about 10 times the cost of shipping by sea. So without going into a lot of logistics and turning this conversation into military logistics, that is a very complicated process. Additionally, there are constraints here in Vertières in terms of where it is that force can land. So if
The constraints at the base allow you to bring in, say, 300 at a time because of space, food, housing, vehicles, weapons, security. Then you have to move 300 at a time. If it allows 100, you get the picture. If it allows 500, you get the picture. So there needs to be what we call absorption capacity. So that's a little bit, and it's important for you to understand that about the fact is that when you move a force around the world and you bring it from different places, the simple way to state it is it's complicated. But they are arriving, and they continue to arrive. So you had questions about financing, is that right? About what do you mean, like financing? Like what part of financing? Well, I know it. Quelle partie du financement? Vous avez évoqué la question. Quel aspect? Vous avez évoqué la question du financement. Quel aspect du financement? Yes, I can ask the question in English. So I know there is a basket fund. Where are we with the basket fund? Okay. With the basket fund, and if you, I know you, I mean, you might not give specific information with regard to troops, but in terms of percentage, for instance, where are we, and what do we still have to do for the force to be fully operational? Yeah. So the force will be what we call fully operationally capable. It's a term of art. FOC, fully operationally capable. It will be fully operationally capable in the fall. But it is capable now, and it has been operating, and it has been causing casualties with the gangs as recently as yesterday. So they are moving. It's just we want them, all of us want them to move out into, not just in Port-au-Prince, we want them in other locations, right? So right now we are about 25% of full capacity without going into details. And this will continue to move until in the fall, the autumn, where we will reach full capacity. So the mission, well, she's got a lot to do here, so I'm not going to overload her, all right? Thank you. Quand on parle de la FRG, nous parlons d'une coalition internationale. Et vous devez comprendre l'importance de ces deux termes. Coalition, d'une part, et internationale. Pour la mise en place d'une pareille mission, il y a d'énormes défis. D'abord, ce sont de nombreux pays impliqués, très souvent distants les uns des autres. Il ne s'agit pas simplement de mettre des militaires à bord d'un avion et de les envoyer en Haïti ou ailleurs. Il y a toute une logistique derrière ces déploiements de troupes qui viennent de pays et de régions différentes à travers le monde. En langage militaire, nous avons deux termes. Nous avons la logistique et nous avons la tactique. Dans notre cas, plus particulièrement pour le déploiement de troupes, nous travaillons sur les questions de logistique parce qu'il nous faut envoyer du matériel, des munitions. Il nous faut envoyer également tous les équipements qui viennent en complément de cette mission, bien souvent depuis les rations alimentaires, les tentes, les véhicules. Donc, il y a beaucoup de travail, encore plus quand il s'agit de missions internationales. Habituellement, ces missions sont envoyées par bateau. C'est encore une autre complication, parce que ces bateaux vont venir de très loin. Dans les cas d'extrême urgence, quand il faut un déploiement à partir de transporteurs aériens, ces déploiements coûtent 10 fois, 20 fois, 100 fois plus cher, parce que le nombre de personnes transportées est plus limité. Pas seulement ça, le nombre de matériel, de véhicules, de munitions, de matériel de support également
est compliqué. Ce sont des avions de très fort tonnage qui sont capables de voler sur de très grandes distances, parfois la moitié du globe, qui viennent transporter ces personnes. Donc c'est pour ça que le plus souvent, nous avons recours à des navires. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de transporter les personnes, les matériels lourds, blindés, les armes, les équipements, les rations alimentaires, le matériel militaire qui accompagne ces missions, mais il faut également qu'il y ait une capacité d'absorption locale. Ce n'est pas seulement arriver, déposer les gens, il faut les installer. Et il faut cette coordination internationale de militaires qui sont tous militaires de carrière ou de fonction, mais qui viennent de pays et de langues différentes également. Maintenant, vous avez parlé du basket fund. Effectivement, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà injectées, mais nous pensons que nous pourrons avoir un plein déploiement de ces forces internationales à partir de l'automne. Ça veut dire septembre-octobre, n'est-ce pas? On n'a pas d'automne ici, et vous voyez à peu près l'époque. Maintenant, nous sommes à peu près une capacité de 25% des forces actuellement déployées, mais nous espérons, nous anticipons que nous serons en pleine capacité opérationnelle d'ici l'automne prochain. Mais entre-temps, nous travaillons et nous œuvrons aux côtés des forces de l'ordre, que vous êtes certainement premiers informés que régulièrement et jusqu'à hier, nous infligeons des pertes dans les rangs des gangs. Vous êtes informés de ceci. Donc nous sommes déjà à pied d'œuvre et en attendant ce plein déploiement, nous continuons à travailler. Jean-Daniel Sénat, le Nouvelliste. Bonjour, merci, monsieur l'ambassadeur. Deux questions rapidement. Que pensez-vous de la présence de Michel Martelly en Haïti et de la reprise de ses activités politiques? Deuxième question. Et les États-Unis sont très critiqués parce que vous allez mettre un terme au programme TPS pour 350 000 Haïtiens qui sont obligés de retourner au pays malgré la situation difficile, malgré les exactions des gangs. Qu'est-ce que vous auriez pu répondre à ces critiques? Merci beaucoup. So the first one on Martelli, the next about Yes, how will you return? Yeah. Okay, so on Martelli, we're aware that he's returned, of course. I think everyone is aware. We also understand that he has come back here in order to be deposed in a trial. This is with the, of course, the assassination of President Jovenel Moïse. So he's responding to that court order to appear and to testify. Oui, nous sommes généralement informés du retour en Haïti de l'ex-président Michel Martelly. Nous sommes également informés qu'il est de retour ici pour faire une déposition par devant les juges qui l'ont convoqué. On the matter of temporary protected status, or as we call it in English, TPS, on the matter of temporary protected status, so we have a divergence here often that we hear about. The one is that there is a notice out to American citizens that cautions them about travel to Haiti. So that's distinct and should not be understood as synonymous with TPS. American citizens, we have to, by statute, by U.S. law, we have to protect their welfare, or at least informally, right? Situation's fine, it's not fine, it's a little fine. That's our duty by law. We don't have an option. That's our law. With regard to TPS, T means temporary. Temporary protected status for Haiti was granted after the earthquake. What's this, 16 years ago, right? So that's pretty considerably far beyond temporary. And they are Haitian citizens. They are not American citizens, they're Haitian citizens. Haiti is their country. They've been in the United States for 16 years. I'm a civil servant, a public servant. In my system, in U.S. law and in the institution that I work for, the Department of State,
once the president, any president, this one, last one, next one, when a president makes a decision, a determination on United States foreign policy, my job as an American diplomat is to implement the policy. Nous avons des petites divergences d'interprétation ici. La première chose, quand on notifie des personnes qu'il y a des dangers à voyager dans un pays, ou en Haïti par exemple, nous ne faisons que répondre aux obligations prévues par les lois de notre pays, qui nous demandent d'informer nos voyageurs de toutes les situations, bonnes, moyennement bonnes ou mauvaises. Mais nous ne faisons qu'obéir aux prescrits de la loi. Deuxièmement, concernant la question du TPS, le premier vocable de cette expression, c'est un statut temporaire. Ce n'est pas un statut définitif. Ce statut a été mis en place, si je me rappelle, en 2010, après le tremblement de terre qui a fortement affecté Haïti. Mais ça fait 16 ans que ces personnes vivent aux États-Unis dans le cadre d'un statut temporaire. C'est bien au-delà de la plupart des avantages ou des privilèges donnés par un statut privilège. Ce sont des Haïtiens. Haïti est leur pays. Moi, je suis un fonctionnaire américain. J'obéis aux lois de mon pays. Et quand un exécutif, le président d'un pays, quel qu'il soit, celui-ci, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier ou le prochain, prend une décision qui a force de loi en tant que fonctionnaire, plus particulièrement obéissant au règlement du département d'État des Américains, ça veut dire notre ministère des Affaires étrangères, nous avons l'obligation de respecter et de mettre en vigueur ces décisions prises légalement dans notre pays. Can I make that, for the first part about the travel warning, please make sure it's clear it's for American citizens and that's our duty is to inform them. Je vous signale que pour les questions de précaution ou de conseils aux personnes de ne pas venir en Haïti, ce sont des recommandations ou des directives qui concernent les Américains. Nous obéissons à la loi de notre pays d'informer nos ressortissants sur les situations dans les pays étrangers. Et ceci concerne les Américains. Wesley René-Jean, Radio Métropole. Merci Joël, merci à tous. Bonjour, c'est Wesley René-Jean, on travaille pour Radio Métropole. Et avant de poser cette question, mais rapidement, l'idée de la question, Janelle Sénat, c'était que le président Martelly retourné dans le pays dans un contexte côté sanctionné par les États-Unis. Est-ce que sanctions ça sont applicables pendant le président Martelly dans le pays? C'était ça l'idée de la question de Janelle Sénat et l'ambassadeur Bayoukou. Maintenant, question PAM, c'est que lundi, alors mardi, I like it. Maintenant, question PAM, c'est que mardi, avec hier, le Congrès a réuni et Haïti prend bon parti dans la réunion. Ça. Et il y a un colonel qui parle de Basim Génol qui bat des chiffres concernant le nombre de gangs qui y a, membres de gangs qui y a en Haïti. Il parle de chiffre qui avoisine les 20 000. Nous dit qu'il y a 6 000 policiers actifs, il y a 600 seulement qui sont disponibles pour combattre les gangs. Quel mécanisme le pays avec les États-Unis gagnent pour les contrôler les chiffres dans la mesure où l'autorité policière haïtienne n'est pas en mesure eux-mêmes pour confirmer les chiffres? Et puis, est-ce que les États-Unis, puis les États-Unis qui ont une base militaire dans l'aéroport, tout ça est ouverture? Merci.
do your last question first because it's the easiest one. This is the question of a U.S. military base. No. No such thing. No. Like everyone else who uses the airports in Haiti, we have to go to the airport and we have to come in via the airport, but we don't have any base there. That includes any of our military personnel. They would have to use the airport. So when you enter the embassy, you see, maybe you didn't see them. Did they go by the post one? No, Right, they okay. might have seen them. Okay, so when you enter the doors of the embassy, we have Marines who are standing in a bulletproof case. They stand inside that. And that's true at every U.S. embassy everywhere. London, Paris, right? Port-au-Prince, Conakry, doesn't matter. Every single U.S. embassy, the Marines are what we call post one, right? So whether they wear a uniform or they wear a suit, they come into that airport and they go out of the airport, but there's no military base. Ma prend dernier partie question là avant. Non, nous pas gain base militaire américaine en dedans aéroport là. La vérité, c'est que tout le monde qui a entré en Haïti, par exemple, même ça qui a travaillé pour l'ambassade là, et même ça qui a quitté Haïti, même ça qui a travaillé pour l'ambassade là, nous tous nous obligés de passer par un aéroport. Mais pas de base militaire américaine ici. Là, nous entrons dans l'immeuble, ça, si nous quittons, ça que les postes sont d'après que nous avons des militaires en armes qui sont là pour protection ambassade. Pour ça, les postes sont quel que soit le pays sur la terre, quand vous allez, vous avez besoin de même unité qui est déployée pour protéger l'entrée ambassade. Mais même nous, même tout, là, il y a parti de la rentrée. C'est par l'ambassade là le passé. Par aéroport le passé, même gens avec. Let's go to your question now about the numbers of police. So in a country of Haiti's size, both the geography and land and the population, if you look at comparisons worldwide to countries that have this same size, again, of land mass and of population, typically you will see Interior, Ministry of Interior, or gendarme or police forces that typically number closer to like 35,000, typically, moyenne, okay? But if you look here inside of Haiti, as you heard in the testimony the other day that you were referring to, the numbers here are profoundly less than that. Where did all those police go? I'm not sure. Some of them took TPS, some. 500, I don't really know. But some of them left for TPS. Some others stopped coming to work. I don't know where every individual is who's banished, but we do know that of those police officers who do show up regularly at their place of duty, that number is what you heard in the testimony that you cited, 6,000. Of that number, a considerably smaller number have been doing most of the fighting here against the gangs. So, like all numbers, they vary today, tomorrow, yesterday, but you heard correctly the figures cited in the testimony, which was typically the people doing the most of the fighting, the most brutal, door to door, house to house, room to room. That fighting is being typically done by no more than about 400 police officers. It's the same guys carrying most of the weight all the time. Quand il y a la première partie de question concernant effectif réel force de l'ordre en Haïti. J'en ai entendu là, dans la bouche, mon qui a fait témoignage là devant le congrès ailleurs, c'est chiffre ça que nous pensons qui est correct. Quand il y a l'autre regardé, l'autre pays qui a même dimension territoire avec Haïti, même nombre de population avec Haïti, quel que soit dans l'autre pays sur la terre, le plus souvent,
corrélé aux gendarmes, corrélé aux carabiniers, corrélé aux officiers de police. Le plus souvent, force de l'ordre dans un pays qui a même taille population, avec même taille territoire, en général, on a à peu près 35 000 membres effectifs de forces armées. Kounia, Haïti, a un certain nombre de membres de forces de l'ordre. Je ne sais pas là encore. Côté Yoye, je ne sais pas. Est-ce que il y a une partie d'anti-PS? Peut-être. Combien de parties d'anti-PS? Je ne suis pas capable de dire. Mais ça nous connaît. Dans les nègres qui, tous les matins, habillés à la portion, c'est chiffre, vous entendez, qui réel. Kounia, si comme ça, si quantité de monde que vous citez là, c'est vrai, c'est eux-mêmes qui portaient plus fort charge de gourmet contre gang sous épaule. C'est eux-mêmes qui activement, de caille en caille, de la cour en la cour, c'est eux-mêmes qui font pied-sol à l'air gang. C'est la vérité. De ça nous connaissons. You asked, your last question, if I heard it correctly, was about sanctions with regard to former President Martelly. But what about sanctions and Martelly? What about sanctions? What is the exact question? Est-ce que tu capable de préciser question qui concernait sanctions qui affectaient M. Martelly? Sanctionné pour trafic de drogue par les États-Unis. Il est sanctionné pour trafic de drogue par les États-Unis. Ok. Il a été sanctionné par l'OFAC pour trafic de drogue par les États-Unis, par le Trésor américain. Maintenant qu'il est en Haïti, est-ce que ces sanctions vont s'appliquer? Est-ce qu'il sera habilité de retourner aux États-Unis ou il va rester définitivement en Haïti pour mener ses activités politiques? I can't speak to what Haiti will do, right? I mean, I have no authority over what Haiti's going to do. That's a decision for the Haitian authorities. But there's a distinction here that you need to keep clear in your mind. So when somebody is, at least in the United States, if you are sanctioned, that has certain penalties that go with it with regard to, depending on the sanction, with regard to your finances, maybe with regard to any number of aspects of your life. But we in the United States, we have what we call beyond reasonable doubt criteria. That's the criteria that must be used if you're going to take away someone's liberty. If I'm going to imprison you, take away your liberty, it's different than imposing certain penalties on you. Not the same thing, right? I take your liberty, you're no longer a free person. You're now in jail. And that is the highest standard we have, which requires evidence. And it's a hard standard. And again, you must be able to prove in a courtroom, and again, remember the phrase, beyond a reasonable doubt that this person is guilty of these things. And if you do that, then you remove the liberty of that person as a free human being. They're then imprisoned. Martelly's case, I'm not a lawyer and I'm not a court, but Martelly's case evidently has not reached that level in the United States. What happens here in Haiti with that information or with those judgments, that is something for the Haitian authorities to determine. Il y a pour faire suite avec question qui concernait M. Martelly, qui, en principe, il y a une sanction qui prend contre lui. Maintenant, lorsque on prend sanction, lorsque un État prend sanction contre le monde, du moins aux États-Unis, il y a plusieurs types de pénalités qui sont capables d'appliquer. Parfois, l'État agit sous finance négligée, sous code négligé, patrimoine, ou soit tout, nous pouvons mettre des sanctions sur certains aspects de la vie. Vous comprenez ça? Maintenant, aux États-Unis, nous avons des bagailles qui relèvent et qui sont principes cardinaux liés, c'est au-delà de tout doute raisonnable. Il y a des sanctions
qu'il y a des gens que vous mettez exactement devant la justice pour les répondre à la justice. Moi-même, je ne suis pas avocat et pas dans le tribunal. Et surtout, je n'ai aucun contrôle sous mesure que l'État haïtien apprend envers Martelly, M. Martelly. Je n'ai aucun contrôle sur décision système judiciaire en Haïti vis-à-vis de M. Martelly. Mais la taille aux États-Unis, au-delà de sanctions, lorsqu'on arrive devant le tribunal, puisque vous êtes à la dernière phase de votre émission, j'aimerais savoir est-ce que vous vous sentez satisfait de votre parcours en commission en Haïti. Merci. In general, no, I'm not satisfied. No, because we still have a long way to go, and you know, have we made progress in certain areas? Of course we have. Is there still a long way to go in other areas? Absolutely. And I have lived long enough, both as a soldier and as a diplomat, to know that these things don't get resolved with the deployment of any force, including U.S. forces or UN forces or GSF or, you know, all of these forces, as I stated to one of your colleagues earlier, what they allow is they give you a little room in your collar. They give you a little room. Right? They take away, they create a buffer between normal people or people who want to live a life in criminality or terrorism or insurgency. They create space there. And that is going on now. It's moving in the direction it should move in. But no, I can never be satisfied because the fight is still going on. By my nature, I don't like to leave anyone while they're still in a fight. That's not my nature. It's not how I was raised by my parents. It's not how I was raised when I was a soldier. And it's not how I operate as a diplomat. So you're still in a fight. And I don't like to leave you while you're still in a fight. Because I see the people, notwithstanding the dysfunction that I spoke about earlier in the state, I see Haitians who are living and trying to live lives of dignity. They're trying to put food on the table. They're trying to put shoes on their children's feet. And they're trying to put a roof over their head. And they don't deserve this. They didn't ask for it. It's not their fault. But here it is. So that's a long way of me saying, no, I'm not happy. Vous me demandez si je suis satisfait de ma mission en Haïti, ma réponse est clairement non. Je ne suis pas satisfait parce qu'il y a encore tellement à faire. J'ai une formation à la base de militaire et je suis également diplomate. Mais même dans la manière dont j'ai été élevé, nous n'abandonnons pas les personnes qui sont en situation difficile. Nous n'abandonnons pas nos combattants sur le terrain. Ce que je vois, c'est un pays où des Haïtiens qui sont des gens normaux, qui veulent vivre normalement, qui se démènent au quotidien pour avoir un toit au-dessus de leur tête, nourrir leurs enfants, les habiller, les envoyer à l'école et subvenir à leurs propres besoins en face à des situations qu'ils n'ont pas créées et qu'ils ne méritent pas. Donc, est-ce que je suis satisfait? Non, parce qu'il y a encore énormément à faire et ce n'est pas dans ma nature d'abandonner le combat. I would also add something else. I know you may not, or you may, I don't know everyone here, of course. But I also see people who work in the government. And I'm thinking now of the people who I would say walk on the side of the angels. They're doing the right things, or they're trying to do the right things. And they've got every
variable possible working against them. They have to deal with a country that is on the edge of of chaos. They have to deal with an economy that is in desperate straits. They have to deal with rampant corruption around them. And yet, and I don't know why, they're still doing the right things. They're still doing the right things. They are out there. They are out there. And those people need to be encouraged, because there's very little in their day-to-day life that encourages them. But they are out there. You should know that. Je ne pourrais pas passer sous le silence des personnes que tout au long de ma mission j'ai vues et observées. Nous parlons des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs de l'État qui, malgré les circonstances particulièrement difficiles auxquelles ces personnes sont confrontées, continuent à faire leur travail sans demander quoi que ce soit. Ces personnes ont tout contre elles. Le chaos qui entoure la vie des Haïtiens en général, l'économie en lambeaux, la corruption rampante, présente partout. Et malgré tout, ces gens, est-ce qu'ils sont protégés par les anges, nous ne savons pas, continuent à faire leur travail en silence. Il faut les reconnaître, il faut les encourager. Dimitri Charles, Juno 7. Charilien Jeanville, Alter Presse. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, bonjour à toutes et à tous. Charilien Jeanville pour Alter Presse, comme Monsieur Loquel a dit. Voici ma question. Du point de vue des États-Unis impliqués dans les efforts de sécurité en Haïti, les perspectives sécuritaires permettront-elles réellement une avancée à court terme du processus électoral? Merci. We should understand, you and I, you, all of you, and myself, that there is a difference between things that are hard and things that are impossible. So the elections have many challenges in front of them. All elections do to some degree. Very few people ever complete an election. Switzerland, Canada, the United States, where everyone's happy. I've never heard of such a thing. Then there are the challenges you're all aware of, security issues. But there needs to be a decision, and this is not a decision for Americans to make or anyone else. It's a decision only for Haitians to make, and that is, what do you need from those elections? What do you need? That's not for me to say what you need. I know what my country's interests are, and I told you at the beginning, and it never changes. Stability. One word. That's what we're looking for. We are not here to tell you how to run your elections. I know that in past times the United States has been involved worldwide, not just in Haiti, in varying degrees in particulars of elections. We're not doing that. That's a decision for you, for Haitian people to make. Let me return to a point I made earlier, which is that the government has said that it's going to fulfill its pledge to the Haitian people to return the country to democratic governance. That is something that we welcome. Washington welcomes it. The United States government, we welcome it. Obviously I do. I work for Washington, right? So we welcome that. The details of the election, how it will be done, who will do it, who will run, who will succeed, those are not for me to say. That's for you to decide.
Je pense que nous devons tous bien distinguer entre le difficile et l'impossible. Quel que soit le pays au monde, une élection n'est jamais parfaite et sans difficulté, quel que soit le pays avancé ou moins avancé que nous considérons. Les élections parfaites n'existent nulle part. Cependant, les décisions qui devront être prises pour gérer ces élections n'appartiennent pas aux États-Unis, elles appartiennent à Haïti. Que nous faut-il pour avoir des élections qui sont de mieux en mieux organisées? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je sais que la stabilité est essentielle. Je sais aussi que par le passé, les États-Unis ont été plus directement impliqués dans les processus électoraux. Mais ce n'est pas seulement en Haïti. Aujourd'hui, le fonctionnement est différent. Les autorités haïtiennes ont pris l'engagement envers la population de son pays d'organiser des élections. Ils doivent tenir les promesses. Ils ont promis également d'engager un retour à la gouvernance démocratique. Ils doivent tenir leurs promesses. Maintenant, les détails de comment les élections vont être organisées, ceci ne nous appartient pas. Ceci appartient à l'État haïtien. Jean-Jude Dugé, Radio Nationale d'Haïti. Alain Matajou, de Radio-Télé Galaxie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, et bonjour, et à tous les confrères, bonjour. D'abord, on va aller rapide, et il y a une série de sanctions, sanctions États-Unis contre une série de personnalités politiques, et membres secteur des affaires. Et maintenant, dans le décret électoral de juin, il y a une possibilité à acteurs pour capable participer dans la prochaine joute pour aller aux prochaines élections. Est-ce que les États-Unis ont une position par rapport à ça? Des sanctionnés et qui doivent participer dans la prochaine élection. Deuxième élément de préoccupation, les États-Unis ont accompagné la police depuis la création en 1995. De plus en plus, il y a des membres de la police qui ont des relations avec des groupes armés. Dans support ou accompagnement, les États-Unis ont la police. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Et qui ça en termes d'accompagnement ou de support nous bail pour éviter que des éléments, même si partout dans le monde il y a des truands, mais pour éviter que des éléments qui se tiennent dans la police, qui rejoignent ou des relations avec les groupes armés. There are a number of political personalities who are being under sanctions, whether by the U.S. or by other international organizations. However, the decree of June 2nd, 2016 allows sanctioned persons to run for elections or to be involved in the electoral process. What is your point of view on this allowance? Let's stay there. Okay. On the matter of the sanctions and the election decree, I have confidence the Haitian people will make the right choices. Concernant les gens qui sanctionnent, à quel que soit le niveau, et au regard spécialement de décret 2 juin, on a parlé là, moi-même, j'ai confiance que la population haïtienne a connaît exactement pour qui est-ce pour voter, avec qui est-ce pour ne pas voter. Next question. The police that have received the support of the U.S. government since 1995, we are seeing more and more denunciations of policemen joining armed groups or gangs. What is your point of view on this issue?
And do you foresee of any manner in which you could support the police in identifying these people or getting out of the ranks? So people leaving the police ranks and joining the gangs, is that the issue? Donc, question principalement concernée policiers qui formaient, qui ont quitté force de police pour entrer dans le gang. Or, d'accord, converted. Oh, okay, corruption. Donc, en fait, c'est une question de corruption. That are close relations. Spies. Comment et espions et comment tu qualifies ça? What are you trying to understand? Vous avez comprendre qui connaît qui sont voulez comprendre. Oh ouais. Question. Donc il y a des policiers qui ont des relations avec des groupes armés et qui, par exemple, si la police parle font opération en zone, qui baillent l'information à des groupes armés. We're aware of this. I think everyone is aware of this. This is no secret to anyone. It's not a secret to the police. It's not a secret to the gangs. It's not a secret to you or to me or to the person in the street. We're aware of this. Right? So the police, the PNH, will have to clean their own ranks. And they can use help doing that. It's a nice thing and an easy thing to sit in a clean room and to say, yeah, we can't understand why are they like that. But the fact is, there's a longer story here about gangs, their relationships with a lot of different groups here in the country, whether they're people who, in the political sector, people in the private sector, people in the police. So this needs to be cleaned up. It's not going to be easy, but you should also not think it's impossible. Every country at various points in its history has gone through varying degrees of this problem. Well, I don't know about every country, but many countries have gone through this. You might be familiar with U.S. history. We had Al Capone. We had Tammany Hall in New York. This takes people who have the courage, physical and moral, the courage to say, enough. Enough. It just has to stop. And it can't be just him and it can't be just her. It's got to be a group of you who say, we're done with this stuff. And other people need to hear that. They need to know she's not going to put up with it anymore. You're not going to put up with it anymore. Bon, question. Question de police qui entrait dans le gang ou bien qui a une relation avec gang. Moi, je crois que tout le monde connaît ça. Chaque connaît, l'autre connaît, vrai connaît. Donc, ce n'est pas une surprise pour quiconque. Cependant, il faut nous bien comprendre le lien qui existait entre les gens qui sont dans la police, ou tout près de la police, avec le secteur politique, avec le secteur commercial, avec le secteur, peut-être l'autre secteur, tout. Nous connaissons qu'il y a une pile collusion entre certains membres de la police avec les bandits. Nous connaissons que c'est une situation qui est très compliquée, qui est très difficile. Mais c'est PNH qui peut faire travailler pour nettoyer l'ennui. Nous ne pas dire que c'est facile, son réalité, mais c'est PNH qui peut adresser. Tout pays sur la terre, comme problème ça, c'est gagné à un niveau qu'elle rencontre. Nous-mêmes, États-Unis, nous sommes certains que nous au courant que tu as un pile bandit. Un pile groupe, quand tu par exemple, équipe Al Capone, tu as l'autre qui était le Timani Hall, qui est aux États-Unis. Son lieu, son côté, qui côté qui a un pile corruption. Maintenant, qui ça pour nous faire pour nous lutter contre ça?
Système ça, son bagage qui m'a dit en pile force physique, en pile force morale pour nous lutter contre type de corruption ça. Mais nous connaissons que ce n'est pas un seul monde qui peut faire, c'est nous tous qui pouvons camper qui dit non, ça n'a pas de fait. Et il faut faire, voir nous, tendre tout, pour que il y ait un pile monde dans le pays, tout le monde connaît que bon, c'est le monde qui dit non, ne pas accepter type de corruption ça. Look, these members of gangs, maybe not every gang leader, but the members of gangs, the mass number of people who are in gangs, they know what they're doing isn't right. They know that. Their mothers, their communities, they didn't raise them to rape people, to murder them, to shoot them in the streets. They weren't raised to do those things. They know what they're doing is wrong. They know it. But everybody needs some supporting tissue around them to help them kill the germs. Everybody needs that. They're not, I am confident they know what they are doing. They haven't lost their minds. They know it's not right. They know it's not right. And you know it's not right. And so if there is a police officer who takes money or passes information to gangs, they know it's not right. Maybe their family lives in the same neighborhood and they live in the same neighborhood as the gang member does. You would have a better sense of that than I would. But they know it's not the right thing to do. They know this is not how we are supposed to be with one another. You don't need to be a priest or a philosopher to know that. They know it's not the way it's supposed to be. Plus fort monde qui dans gang yo, bon petit monsieur. Pas penser que plus grand nombre là-dedans yo pas connaît ça y a fait. Yo connaît que voler, violer, bouler, fait ça. Yo gen maman, yo gen petit monde, yo gen famille. Mais pour y amener moun ça yo, faut que un corps social qui très fort autour de eux, cap dit nous connaît que on connaît ça va faire pas bon. Mais dans pile cas, côté par exemple policier ça yo, soit qui prend comme dans mes gangs, ou soit qui baille dans une information de leur situation côté membre gang yo, c'est le même quartier à yo sorti. Donc position est difficile, nous comprenons ça, mais yo connaît tout que ça y a fait pas bon. Pas penser que policier corrompu ça yo, pas connaît que ça y a fait, yo pas de faire. On va besoin ni père ni philosophe pour connaître que vous pas censé ni violer, ni tuer, ni brûler, ni assassiner, ni voler. Let me make one last, I think we've done our last question, am I right? Yes. Okay. Yes. So I would like to add one other thing here. And that is, we had a question, Wilmer, I think it was from you. We had a question about the GSF, and I know this is of interest to all of you in some degree, like how's this going to affect me and security and so forth. And you're right to be interested in it. We are, for sure. But there are a couple things that I think I just want to quickly walk you through something because it's important for you to understand it. It's important for us to understand it, and we spend time trying to understand it ourselves, so I want you to also understand it. So we had a mission that was here before. In English, it was called MSS, the previous mission that was here. And now we've got this new one, the GSF. So what's the difference? So when we think about it, we have an acronym that we use to help us remember how this is different from the predecessor one. And it's a difference that's important, so I want you to know it, and I want to communicate it to you. So we call it MISSL, MSSL in English. And let me tell you about it. So M, the difference between the last group who are here and this group. The mission is different. The last group who are here were here to support the police, here to support the PNH.
So it was support to law enforcement. This group is not here to do that in a direct sense. They are here to undertake a military offensive operation against the gangs. So yes, that helps or supports the peonage, but they don't wait every day when they get up to determine, do you say you don't need us? Good, we'll stay here. You need us? Okay, well, where are you? They don't do that, right? They have an independent mission, and the mission is go on offensive military, not police, operations, military operations, using soldiers, not police, go on offensive operations, which means to take the fight to the enemy, the gangs. So the mission is different than the previous one. And to be clear, if you're wondering, well, what is their mission? Their mission is three-part. Neutralize, isolate, and deter. That's just the term we use. Neutralize, isolate, and deter the gangs. Let's go to the S, MSSL, missile, right? The S, the size. The previous group that was here was authorized 1,000. It almost never quite reached, I think 970 something was the highest they got, so 1,000. This one, the strength is 5,550. 5,500 troops and about 50 civilian staff. So for fighting purposes, 5,500. The structure, that's their, I cheated, there are two S's. The structure is different in that we have, again, military components, 4/5 of the 5,500. I won't do the math for you, I'll let you do the math. But the majority, the great majority, are military. There is a police component, but it's small. 1/5 of the force will be military police. Why? Because you, Haiti, are facing a military problem. It's not a police problem, which is part of the reason when you think about PNH and what they're doing. They weren't trained to be soldiers. They weren't trained to be counterterrorism forces. They weren't trained to be SEAL Team 6. They're trained to be police. But they're facing a military problem. So a military problem requires a military solution. I cheated again because now I'm going to give you a third S, missile. It's getting long with a lot of S's. The third S is sustainment. How do you keep this thing going? So this is different because now, rather than having the United States government pay $1 billion, that's one with a B, $1 billion US for 1 year to sustain the previous force, now we're using what are called assessed contributions, membership dues, right? Assessed contributions from member states of the United Nations. And they, together, the UN pays for the support. So the United States payment for 1 year of the previous force was $1 billion US. And our assessed contribution now for the GSF is just less than $68 million. So sustainment. You will hear from time to time something called the UN Support Office. That's what that means. They take care of making sure the troops have the food they need, the tents, the bullets, the beans, etc. Final item, the L in MS, 3 S's, L, missile. The final one is leadership. In the previous structure, we had a commander at the top of it, and there was not above him anything except the UN Security Council, great distance. Here, we have a general officer who commands the military. The general officer reports to a civilian person who wears what you're wearing, who provides the policy and political guidance. They're called a special representative.
For those of you who know anything about the UN, you will note immediately that I did not say special representative to the Secretary General. That's a distinction that's important. They do not report up in that direction. They report to a board. We call it the Standing Group of Partners. It's a hybrid operation. It allows more direct control of the GSF. I chair the Standing Group of Partners, or whoever has my job chairs it, and it consists of the member nations who are contributing to the GSF. So I wanted to walk you through one more time. MSSSL is a distinction between what the previous mission was and what this one is. You should stay aware of that. You should ask questions about it, and you should keep an eye on it. But that's exactly the difference between what we had before. It's not just it's bigger. There are other key differences. We designed it to take into account the things that didn't go so well to the previous operation. So this does not mean, we've now found an antidote for every ill. That's not true. It's a human creation. So it will have human flaws. But the fact is, we went to great pains to be deliberate, to design, piece by piece, this force to be different and to be an improvement over the previous force. So I wanted you to be awake to that. I want you to know about that because you've asked about it, and it's your country. They're not here because they're going to New Mexico or they're going to Florida. They're coming to Haiti. They're in Haiti. So I want you to know the difference between what you had, we had, and what you have now. Thank you. Alors, nous sommes capables de demander tête nous, mais comment changement ça va affecter nous-mêmes comme professionnels et comme citoyens en général? Pour nous, être capable de dire nous, c'est que mission cabine là, ça nous est les FRGA, sont forces qui sont très différentes de missions qui étaient là avant, et on va essayer d'expliquer nous, mais qui ça a été différent. Alors, gagnons un sigle, ça nous est en anglais acronyme, que nous dit qu'il est MSSL, c'est pas missile, non, c'est presque même prononciation, mais qui ça le dit? Mission qui est là avant, c'était une mission qui était venue en appui avec PNH, ou action PNH à mener souterrain. Il a été besoin d'appui mission ça, je dis, nous avons besoin, nous allons tel côté, nous allons sur le terrain. C'est comme ça que ça a marché. Tandis que mission Kabini Kounière, que nous avons dit comme ça qui est déjà à 25% capacité, qui est censé pleinement opérationnel d'ici l'automne, mission ça lui-même, sont missions qui militaires. Parce que nous reconnaissons que le problème que Haïti a fait face là, et que surtout PNH a fait face là, c'est que nous en face d'une situation militaire. Police haïtienne pas entraînée pour les actions militaires, et c'est pour ça que nous obligés de changer format et engagement mission. Qui mission FRGA gagné dans le pays contre Haïti côté nous y est? D'abord, c'est neutraliser gang. Deuxièmement, c'est isoler gang. Troisièmement, camper pour que ne pas continuer l'action. Nous allons parler tout dans différence qui y a dans l'effectif. Mission passée, il te prévoit 1000 hommes de troupes, hommes et femmes de troupes. Mais il n'est pas vraiment jamais arrivé toutes 1000. Nous allons arriver 975, mais il n'est pas dépassé 1000. Mission
qui prévoit pour Kounia, son mission qui a bien 5750 membres militaires, dont 50 civils pour administration. Donc, on nous dit à peu près 7700 hommes de troupes, soldats, femmes formés qui pour impliquer souterrain en tant que militaire. Et il y a bon personnel, 4/5 de force là, ce sera absolument des militaires avec à peu près 1/5 qui parle de monde qui travaille dans la police. Maintenant, rappelez-nous que PNH pas entraîné, pas formé pour les bouler avec terroristes, avec bandits criminels qui ont même bon activité, qui littéralement activité menée contre les militaires. Maintenant, me rappelez-nous tout que format contribution financière là vient changer. Pour ancienne mission États-Unis qui contribuait jusqu'à hauteur de 1 milliard de dollars pour ancienne force là. Je dis à fonds vient changer forme tout, son contribution qui est faite par des pays membres Nations Unies, dont nous-mêmes nous faisons partie tout. Et contribution par nous est à la hauteur de 68 millions de dollars. Il y a une contribution qui a tout en appui avec tout le monde parce qu'il faut manger, il faut habiller, il faut aller côté pour dormir et en même temps tout, il faut que mon composante dans structure mission qui lui-même c'est leadership. Avant ça, mission qui répond à un général qui était souterrain. Je dis là, mission ça lui-même la répondre à un militaire en chef, mais qui lui-même lui rapporte à un civil qui fait partie du système Nations Unies. Il vient pour faire rapport avec un secrétaire général qui préposait pour mission. Mais ce n'est pas secrétaire général en chef des Nations Unies. Ça sont entités indépendantes qui financées par pays membres et mission c'est à civil ça lui répondre, monde ça à chita dans les Nations Unies, mais ce n'est pas secrétaire général des Nations Unies. Nous connaissons que pas aucune mission qui est parfaite. Nous connaissons que mission ça a tout. Certainement la bien faiblesse, mais il nous garantit que c'est parce que nous apprenons de erreurs, de faiblesses, anciennes missions, que nous changeons format et nous convaincus que ça a bien beaucoup plus de succès. Demandez-nous en tant que professionnels de la presse pour nous toujours suivre l'information nous-mêmes, pour nous peut-être nous informer, pour nous poser des questions, parce que nous devons comprendre qu'il y a une différence qu'il y a entre ancienne mission avec nouvelle mission tout, mais aussi pour que le public nous correctement informé.